a fait une troisième initiative, c'est celle des PPA, donc du coup gainer, enfin déporter donc des PPA, des fermes solaires, éoliennes, certaines en sortie d'obligation, et on a fait ça sur plusieurs territoires du groupe. On a signé 2, on en a activé une là, au 1er janvier, celle avec nos collègues de Boralex, qui est quelque chose qu'on a dans le tuyau depuis quand même quelques années, donc c'était très important pour nous, c'était notre première expérience. On s'est fait accompagner par Origine, et puis on a signé notre deuxième PPA sur du photovoltaïque avec une grande compagnie spécialisée dans le gaz. C'était le 7 décembre dernier, c'est tout récent pour une livraison. Alors c'est un parc neuf qui aura lieu plutôt fin 2022 que maintenant. The renewable electricity turned out to be resilient to the COVID-19 crisis with a strong growth of 7% in 2020, and the growth is set to continue. We forecast the renewable generation to increase by almost 40% by 2025, surpassing coal and becomes the largest source of electricity generation worldwide. On a signé aussi avec Auchan pour 2 parcs qui sont situés dans le nord de la France. Et là, l'idée d'Auchan, c'était d'associer ces parcs en fait à un groupe d'hypermarchés qui se trouve dans le nord pour démontrer aux clients. Donc on revient un peu sur la table ronde précédente où il faut aussi donner du sens à toutes ces actions et intégrer, j'imagine, les consommateurs aussi dans ces changements. L'avenir, on l'inscrit également avec une utilisation accrue de cette ressource géothermique et notamment à CDG, donc à Charles de Gaulle, où on a le projet de développement de 2 nouveaux doublets géothermiques, à nouveau sur le Dogger, là avec des quantités d'énergie assez significatives, puisqu'on est, d'après nos estimations, sur 90 gigawattheures pour le premier doublet et 60 gigawattheures encore additionnels pour le doublet. Donc 150 gigawattheures qui vont nous décarboner les 2 tiers de la plateforme de CDG. Dans les produits sur lesquels on travaille qui me semblent intéressants, sur des consommateurs, des corporates qui souhaitent aller plus loin en termes d'engagement et donc avoir un matching de leur consommation avec leurs achats. Là, il faut aller plus loin qu'un parc, un consommateur. Donc, il faut être en capacité de proposer un mix. Et l'éolien et le solaire sont assez complémentaires. C'est-à-dire en associant des parcs éoliens en sortie d'obligation d'achat avec du solaire, on arrive à construire des profils qui matchent mieux la consommation des clients avec moins de risques dans le foisonnement. C'est des choses sur lesquelles on travaille et j'espère qu'en 2021, on arrivera à communiquer sur un produit de ce type, sur de l'additionnel solaire associé à de l'éolien. Aujourd'hui, on s'est partagé beaucoup de choses. Le digital nous a simplifié. On a entendu parler de la blockchain en Australie. On a le car sharing, le carpooling, etc. On a plein de choses. Une chose sur laquelle on a du mal encore à partager, ça reste l'énergie. Alors, on y arrive un peu avec les réseaux de chaleur, les boucles locales de chaleur. Sur l'énergie électrique, quand même, arriver à faire discuter 5, 10 entreprises, quelques particuliers, une collectivité locale pour construire une unique centrale, rapidement, on se heurte à des barrières qui sont des barrières réglementaires parce qu'on peut faire de l'autoconsommation collective étendue, mais attention, alors ça va changer bientôt et merci à toutes les instances gouvernementales qui ont travaillé pour ça. Pas à plus de 2 km du transformateur actuellement, au jour où je vous parle, et au même niveau de tension. Ça veut dire qu'on arrive dans des situations ubuesques où l'hypermarché, qui a une toiture solaire, qui est connectée sur un tarif C3 ou C2, donc moyenne tension, ne peut pas partager avec le coiffeur de sa propre galerie marchande, qui lui est en tarif bleu, donc en basse tension. Donc ça, c'est un point sur lequel c'est un peu dommage. Au-delà du côté achat d'énergie, on veut développer la production. Et donc cette production, on a vraiment 2 stratégies en action. La première, c'est effectivement de travailler sur des projets d'installation photovoltaïque sur nos sites. Donc en toiture sur les projets neufs parce qu'on peut les concevoir, mais ce n'est pas la majorité. Donc beaucoup en ombrière sur des parkings de magasins. Alors sur la partie autoconsommation, au niveau France, on a lancé des projets d'autoconsommation significatifs. Là, pour Montpellier, représentant pas loin de 16% de la consommation du site, et sur le site proche d'Avignon, au moins 10% aussi. Donc ça commence à faire des champs photovoltaïques assez significatifs. On a baissé de 63% les réductions de gaz à effet de serre depuis 1990 par rapport à 2019. Et il nous reste, on va dire maintenant, les 2 tiers des gaz à effet de serre, ça vient de la chaleur pour les procédés. On a lancé une étude avec l'ADEME, la DGEC et la DGE pour voir quelles étaient les sources bas carbone pour produire cette chaleur.
Il s'avère qu'il y a trois sources qui ressortent. La chaleur de récupération, il y a encore des projets et récupération notamment d'incinérateurs. Je pense que peut-être, là aussi, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser la chaleur de l'incinérateur que de turbiner pour faire de l'électricité, par exemple, parce que le rendement est quand même meilleur. Ensuite, on a les CSR, combustibles solides récupérables. Ce sont en fait des matériaux à base de biomasse, de bois, qui sont chargés avec du plastique ou différents composants qui ne sont pas directement recyclables. Et donc, ils sont utilisés pour la combustion, donc une grosse quantité de biomasse. Et après, il reste la biomasse naturelle. Le choix de ces produits, ça va dépendre, je pense, du territoire sur lequel on se trouve. Néanmoins, il reste un coût très élevé entre le gaz et le coût du CO2 et les matériaux. Donc, ce qui est important, c'est trouver des outils économiques pour pouvoir faire et les mettre en œuvre, notamment sur les aides aux investissements, CAPEX, et aussi des aides au fonctionnement pour payer le surcoût à la fois des matériaux, de la biomasse ou des CSR utilisés, et comparé au prix du gaz et du CO2. On voit bien que, aussi bien dans des entreprises à énergie intensive comme peut être la SNCF ou Solvay, ou des entreprises qui sont des PME comme c'est le cas de Unima, de Tribal Noyal ou des grands groupes multisectoriels comme Unilever, finalement tous convergeaient, tous ces présidents ou ces porte-paroles convergeaient sur le fait que effectivement il y a désormais une intégration de cette dimension dans leur vision stratégique de l'entreprise, dans leur capacité à la pérenniser et y compris pour certains, ils ont même partagé le fait que ça s'était accéléré l'année dernière suite à la crise du Covid avec des décisions soit de maintenir le cap pour certains, mais pour beaucoup aussi des décisions d'aller plus vite. On a un rôle de conseil, d'accompagnement, d'être également en prise avec tout ce qui peut exister comme aide pour accompagner ses clients. En France, on a la chance d'avoir eu un fonds chaleur de l'ADEME qui a été doté et qui continue d'être doté de façon très significative. Il y a eu des projets BCIAT, donc biomasse, chaleur, industrie agroalimentaire, et agriculture et tertiaire, qui ont été dotés il y a quelques années, qui sont de nouveau dotés en 2020, de nouveau en 2021, qui permettent aussi d'aller vers plus de biomasse dans l'industrie, une décarbonation de l'industrie. Et donc on a ce rôle de conseil, ce qui nous a amené nous-mêmes à aller vers une démarche de décarbonation de notre propre activité pour tendre vers un impact carbone zéro à un horizon de 5 ans, pour être plus en phase encore avec nos clients qui sont de plus en plus nombreux à être dans cette démarche. Je pense qu'on est dans un changement de société, de paradigme, comme dit mon ami Pierre Rabhi, où on a tous un rôle à jouer, quelle que soit la taille du colibri que nous sommes, petit artisan, PME ou TPE.